Merci Rouaïda de nous avoir fait rêver et en même temps de nous avoir ouvert des pistes de faisabilité. Parce que ce n'est pas seulement un rêve, mais c'est comme disait le fameux Bernardo Secchi, notre métier en tant qu'architecte et urbaniste, c'est quand même c'est un métier d'éclaireur. Donc c'est d'ouvrir des voies et de laisser les choses se faire. Effectivement, un fleuve dans une ville, c'est une richesse. Un front de mer dans une ville, c'est une richesse. Et j'espère que ce rêve pourrait se réaliser, en tout cas que la ville de Beyrouth pourrait réaliser à quel point avoir ce fleuve peut ouvrir des perspectives de réaménagement et de vision globale. Merci pour cette intervention. Là, on va écourter la séance. On va juste encore écouter Fadlo Darel, qui est architecte, qui est membre fondateur de Beirut Heritage Initiative et qui, comme beaucoup d'autres architectes, a été été très actif dans la reconstruction des quartiers démolis et dans la reconsidération de la question du patrimoine, qui n'est pas seulement à l'échelle des immeubles, mais du patrimoine aussi, comme ça a été dit d'ailleurs par Habib Debs, du patrimoine à l'échelle du tissu urbain et du patrimoine immatériel, à savoir économique et social. Donc on va tout de suite mettre la vidéo en place. Regardons les photos de Beyrouth avant 1940. Le caractère urbain de la ville est défini par des variations sur un thème architectural majeur. Des bâtiments à hall central qui sont orientés vers le nord. Ce thème induit une unité et une identité forte dans son adaptation à plusieurs échelles, de la modeste maison de la petite bourgeoisie au large palais. Et il en découle harmonie, cohérence avec le contexte méditerranéen, le climat, la structure sociale. Nous connaissons tous l'aspect de la maison beyroutine, qui par la suite se fera appeler maison libanaise dans un contexte plus large, qui est donc un bâtiment formé d'une grande masse cubique, couvert d'un toit de tuiles pyramidal, et dont la façade nord s'ouvre sur des arcades, à travers 3 arcades sur la vue, sur la rue, sur le jardin. Cette maison est une évolution d'un module vernaculaire formé de 3 pièces autour d'un liwan. Puis petit à petit, l'évolution a fait, à partir de 1840, que ce type de bâtiment, avec des ailes qui sont rajoutées sur les côtés, se retrouve pratiquement formé une maison à cour. Et cette cour sera ultimement fermée vers 1860 par 3 arcades, avec aussi rajout d'étages par-dessus. Donc c'est une maison qui se construit au début de façon empirique, avec rajout de modules, pour finalement devenir le modèle absolu que l'on connaît sous le titre de maison beyroutine ou maison libanaise. Ces maisons-là ont des échelles différentes, mais elles sont toutes construites sur le même principe, sur le même mode, c'est-à-dire toujours le hall central et qui s'ouvre sur la façade nord à travers ces 3 arcades. Donc de la plus petite maison jusqu'au plus grand palais, ce thème revient comme une sorte de leitmotiv dans l'harmonie de la ville. Ça se lit en plan aussi, évidemment, avec les halls centraux qui sont toujours au centre de l'édifice, toujours du plus petit bâtiment au plus grand palais. Cet élément central qu'est le hall donne une cohésion, une cohérence très forte au plan et s'exprime aussi en façade. Ces bâtiments qui sont construits entre 1860 et 1925 répondent à non seulement une règle en plan et en façade, mais aussi répondent aux lois harmoniques qui ont géré l'architecture depuis les différents types de tracés régulateurs peuvent se retrouver du rectangle de Pythagore à la règle d'or. On peut trouver l'ensemble des règles qui ont été générées par l'architecture et dans l'art, dans l'architecture libanaise. Et ces maisons beyroutines sont évidemment, étaient en tout cas, entourées de jardins, des jardins qui étaient à la fois des jardins ludiques et des jardins utiles, avec essence à fruits et essence à fleurs. Et ces jardins étaient eux-mêmes alimentés par des puits
chaque maison avait son propre puits, sachant que la ville de Beyrouth, le mot Beyrouth lui-même vient de Beyrouth, qui veut dire les puits. Et ces ressources, donc tous ces puits, ces nappes souterraines qui vont vers la mer à partir de Ras Naba vers la mer, ces nappes-là ne sont pas aujourd'hui reconnues par la municipalité, identifiées ou en tout cas préservées comme étant une ressource essentielle de la ville. Alors, nous voyons qu'aujourd'hui, il y a évidemment des questions qui se posent quant à la préservation de ce patrimoine. Ça fait une trentaine d'années que le patrimoine est en danger depuis la période de la reconstruction et on voit un tout petit peu ce qui se passe tout autour. Mais le patrimoine bâti de Beyrouth est à l'image de sa diversité sociale. Le paysage urbain a peu à peu mué entre les années 1925 et 1965 en une mosaïque où cohabitaient les bâtiments de trois époques. On a l'époque directement qui suit la fin de l'époque ottomane, donc entre les deux guerres avec le style Art déco et les débuts du style Bauhaus. Et donc les bâtiments de trois époques et leurs jardins définissent ainsi le caractère de Beyrouth avant la guerre. La pratique laxiste de l'urbanisme après-guerre a porté densification, grande hauteur et disparition des espaces verts en opposition à une forme sereine d'urbanité locale. Il eût fallu des visionnaires pour établir un plan directeur à plusieurs échelles tenant compte des paramètres contextuels originels. Nous voyons aujourd'hui l'état de la ville avec la pratique laxiste de l'urbanisme, avec un coefficient d'occupation des sols excessif, avec des autorisations de montée en hauteur non régulées. Ceci, évidemment, donne au final une ville où la concurrence est très très forte dans les bâtiments, où l'air ne circule plus, même le soleil, qui est pratiquement la seule ressource méditerranéenne dont nous puissions nous enorgueillir, est aujourd'hui aussi rendu très rare par la densification urbaine. Alors, il eût fallu des visionnaires pour établir un plan directeur à plusieurs échelles tenant compte des paramètres contextuels originels. Cela supposait de reconnaître les vertus d'un urbanisme semi-organique, mêlant paysage, mode de vie et caractère architectural, et d'y intégrer la vision moderniste plutôt que de la leur imposer. Depuis les années 1990, la politique néolibérale, associée à l'incompétence et à la corruption, n'a fait cas de cette diversité pour établir un plan d'action cohérent à l'échelle de la ville ou du territoire. Au contraire, l'urbanité, mise à mal par la guerre, l'a été encore plus après elle. L'expérience de la démolition-reconstruction du centre-ville de Beyrouth démontre une forme de nettoyage social. Dans les quartiers péricentraux, les habitants vivant dans la précarité et les bâtiments anciens ont aussi fait les frais du laisser-aller et de l'exploitation effrénée. Et même si le devenir du patrimoine de Beyrouth suscite le débat depuis le début des années 1990, les autorités n'ont pas su, ni voulu, établir de stratégie opérationnelle urbaine. Le ministère de la Culture a parfois travaillé à identifier ce patrimoine, sans pour autant parvenir à imposer une vision, ni une politique claire ou définitive. Le seul cadre légal identifiant et protégeant le patrimoine bâti est encore, à ce jour, la loi des Antiquités votée en 1933, qui ne protège que les bâtiments construits avant 1700. Face à ce cadre obsolète, la pression immobilière s'est accrue, avec l'augmentation du coefficient d'occupation des sols et la pratique néolibérale des acteurs politiques et des promoteurs immobiliers. La population, comme la classe dirigeante, a été aveuglée par le paramètre de la rentabilité à tout prix et à court terme, au détriment des notions d'urbanité et de patrimoine culturel vivant. Ces notions peuvent pourtant constituer un ciment pour l'identité nationale face aux individualités sectaires. Le patrimoine, aujourd'hui, et donc y compris le patrimoine moderne, est mis en danger par ce laxisme urbain, par ce laisser-aller et la démolition de bâtiments du XXe siècle, évidemment, est en cours. Le crime du 4 août 2020 a accentué la précarité sociale et celle du patrimoine et suscité une réponse solidaire de la société civile pour venir en aide à la population, restituer la mixité
et réinvestir l'espace public. Dans le périmètre le plus gravement touché, qui a une superficie de 4 km² environ, 15% des bâtiments, soit 670 sur un total de 4300, datent d'avant 1940. Au sein de la Beirut Heritage Initiative, nous avons défini une stratégie de reconstruction urbaine en 2 axes. Promouvoir la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti dans le cadre urbain large, un travail qui est entrepris par Habib Dabs, Abdelhalim Jaber et Hana Alameddin. Et deuxièmement, intervenir sur la reconstruction des clusters, donc des quartiers, intégrant bâtiments et espaces publics pour revitaliser socialement et économiquement des morceaux de ville plutôt que des bâtiments individuels. Cette stratégie est mise en œuvre en coordination avec plusieurs organisations partenaires. Mais il ne faut pas se leurrer, nos initiatives sont des opérations ponctuelles. Elles s'inscrivent dans le court terme et elles ne constituent pas une alternative urbaine viable sans intervention des autorités. On ne reviendra pas en arrière et on ne reconstruira pas Beyrouth avec la vision romantique de la ville de nos grands-parents. Les autorités municipales et urbanistiques doivent prendre le parti de repenser la ville en s'affranchissant des intérêts de leurs parents, en associant les citoyens et la société civile et en intégrant ces actions. Il serait erroné de travailler uniquement sur le périmètre des quartiers dévastés par l'explosion du 4 août 2020. Ce serait rééditer l'erreur qui a fait du centre-ville une île, et qui plus est, une île quasi déserte. Il s'agit d'aborder la question dans sa globalité, pour tisser les liens entre ceux qui sont dévastés et les autres, y compris en réintégrant le centre-ville dans son environnement urbain. Le patrimoine de Beyrouth, c'est aussi sa relation à la Méditerranée. Il n'est pas interdit de reconnecter la ville à la mer en interrogeant l'usage à venir des 3 premiers bassins du port. On le voit, il y a le potentiel pour vitaliser Beyrouth, à condition d'intégrer les paramètres sociaux, historiques, naturels et économiques. Cela impose de rompre radicalement avec les pratiques en cours depuis plus de 30 ans. Je vous remercie pour votre attention. Bonne continuation. Merci à Fadel Daher de nous avoir aussi éclairé sur le patrimoine et non pas seulement sur le patrimoine, et d'avoir aussi mis en perspective des propositions stratégiques pour la ville. Les solutions sont là. Elles ont été énoncées, enfin les solutions, les perspectives sont là. Elles ont été énoncées par les intervenants précédents, mais pas seulement, par la déclaration urbaine de Beyrouth également. Donc la réflexion, elle est là, la réflexion, elle est faite. Je dirais qu'on est presque à un tournant, ou bien on dit que de cette catastrophe, on peut mettre en perspective un renouvellement dans la vision de la ville et dans la construction de la ville, ou sinon on pourrait aussi aller vers une catastrophe plus importante où le laisser-faire serait encore plus dominant. Mais je me permets de conclure en restant un peu optimiste, parce qu'avec toutes les dynamiques qui se sont mises en place, avec tout ce qui a été réalisé, avec la qualité des réflexions qui ont été faites, des enjeux qui ont été relevés à tous les niveaux, je ne pense pas que nous pouvons nous acheminer vers la voie pessimiste, mais au contraire, nous ne pouvons que soutenir ce qui est en train de se faire sur place, espérer bien évidemment que les pouvoirs publics soutiendront les actions, mais en tout cas que tout ce qui a été mené jusqu'à présent ne peut pas juste rester en plan, mais sera mis en œuvre. Voilà, merci, je clôt cette session.